Pour Sherlock Holmes, elle est toujours la femme. Je l'ai rarement entendue mentionner sous un autre nom. À ses yeux, elle éclipse le reste de la gente féminine. Non que j'ai ressenti pour Irène Adler une émotion comparable à l'amour. Toutes les émotions, et celle-là en particulier, s'opposent à son esprit froid, précis, mais admirablement équilibré. C'est, je peux vous l'assurer, la machine d'observation et de raisonnement la plus parfaite que le monde ait jamais vue, mais en tant qu'amant, Sherlock Holmes avait été dans une position entièrement fausse. Il ne parlait jamais des passions, même les plus douces, sans une trace de moquerie et de mépris. C'étaient des choses admirables à voir, excellentes pour percer le voile des motivations et des actions des hommes. Mais pour le raisonneur préparé, admettre de telles intrusions dans son propre tempérament soigneusement ajusté revenait à introduire un facteur qui détournerait et déséquilibrerait tous les résultats mentaux délicats. Un rebut dans un instrument sensible ou une fêlure dans une lentille très fine n'aurait pas été plus dommageable qu'une émotion intense dans une nature comme la sienne. Et pourtant, pour lui, il n'y avait qu'une seule femme, et cette femme était feu Irene Adler, de mémoire douteuse et trouble. Elle avait peu vu Holmes ces derniers temps. Mon mariage nous avait séparés. Mon propre bonheur, et les intérêts domestiques qui naissent autour de celui qui se trouve pour la première fois maître de sa maison, suffisaient à absorber toute mon attention, tandis que Holmes, qui détestait toute forme de société de toute son âme de bohème, restait dans nos chambres de Baker Street, plongé dans ses vieux bouquins, et alternant, de semaine en semaine, entre la cocaïne avec ambition, la somnolence droguée avec l'énergie féroce de sa propre nature agitée. Il a continué, comme toujours, profondément intéressé par l'étude du crime et utilisant ses immenses facultés et ses extraordinaires pouvoirs d'observation pour suivre les indices et résoudre les mystères qui avaient été abandonnés par la police officielle, comme des cas désespérés. De temps en temps, j'entendais un vague récit de ses exploits, son implication dans l'affaire du meurtre de Tropov à Odessa, sa solution dans la singulière tragédie des frères Atkinson, à Trincomal, et, enfin, dans la mission qu'il avait accomplie, avec tant de succès, pour la famille régnante de Hollande. Cependant, au-delà de ces échantillons d'activité, que je tenais à partager avec tous les lecteurs de la presse quotidienne, je savais très peu de choses sur mon ancien ami et collègue. Une nuit, c'était le 20 mars 1888, je revenais d'une visite à un malade, j'avais repris l'exercice de ma profession de médecin civil, lorsque mon voyage de retour m'obligea à passer par Baker Street. En franchissant cette porte qui m'est si familière et qui sera toujours associée dans mon esprit au moment de ma cour et aux sombres incidents de l'étude en écarlate, j'étais rempli d'un désir intense de voir Holmes et de savoir comment il utilisait, maintenant, ses facultés extraordinaires. Ses chambres étaient brillamment éclairées. En les regardant, je remarquai sa silhouette haute et élancée passer 2 fois, transformée en une silhouette noire, près du rideau. Elle arpentait la pièce rapidement, anxieusement, la tête sur la poitrine et les mains jointes derrière le dos. Pour moi, qui connaissais à fond chacune de ses habitudes et de ses humeurs, son attitude et son comportement étaient révélateurs. Je travaillais à nouveau. Il avait été secoué de ses rêveries. Toxicomane et était sur la piste d'un nouveau cas. Je sonnai et fus conduit dans la chambre que j'avais partagée avec Sherlock pendant si longtemps. Il n'était pas très expansif. C'était rarement le cas, mais je pense qu'il était content de me voir. Presque sans un mot, bien qu'avec un clin d'œil bienveillant, il m'a fait signe de m'installer dans un fauteuil, m'a lancé son paquet de cigarettes et m'a montré une bouteille de whisky et un siphon sur le dessus d'une commode. Puis il se plaça devant le feu et me regarda avec son attention particulière. « Le mariage te va bien ?» m'a-t-il dit. « Je pense, Watson, que vous avez pris environ 7 livres et demi depuis que nous ne nous sommes pas vus. » 7, répondis-je. J'aurais dû réfléchir un peu plus avant de dire ça. Et je vois qu'il se remet à faire des efforts. Elle ne m'avait pas dit qu'elle essayait de poursuivre sa profession. Alors comment sais-tu ?
Je le vois, je le déduis. Comment puis-je savoir que vous avez été beaucoup exposé à la pluie ces derniers temps et que vous avez une bonne maladroite et négligente? Mon cher Holmes, protestai-je, c'est trop. S'il avait vécu il y a quelques siècles, il serait mort sur le bûcher pour sorcellerie. Il est vrai que le jeudi je suis allé me promener dans la campagne et je suis rentré trempé, mais j'ai changé de vêtements et je ne peux pas imaginer comment vous en déduisez cela. Quant à Mary-Jane, elle est incorrigible, et ma femme l'a renvoyée, je ne peux pas non plus imaginer comment il a réussi à le deviner. Holmes se sourit à lui-même et frotta ses longues mains nerveuses l'une contre l'autre. C'est la simplicité même. Mes yeux me disent qu'à l'extérieur de votre chaussure gauche, exactement là où la lumière brille le mieux, la peau est grossièrement rayée à 6 endroits, formant des lignes parallèles. Évidemment, cela a été causé par quelqu'un qui a essayé d'enlever la boue qui recouvrait la chaussure, mais en le faisant avec une maladresse positive, sans aucun soin. D'où ma double déduction qu'il a été exposé à la pluie et qu'il a un spécimen particulièrement incompétent de la servitude diabolique de Londres. Quant à l'exercice de sa profession, si un monsieur entrait dans cette pièce en sentant l'iodoforme, avec une tache noire de nitrate d'argent à l'index droit et une saillie sur le côté de son chapeau haut de forme, montrant où il avait caché son stéthoscope, il aurait besoin d'être très stupide pour ne pas le déclarer membre actif de la profession médicale. Je pouvais m'empêcher de rire de la facilité avec laquelle il expliquait ses déductions. Quand je vous entends expliquer votre raisonnement, remarquai-je, la question semble toujours si ridiculement simple que je suis sûr que j'aurais pu facilement faire les mêmes déductions que vous. Cependant, à chaque nouveau cas de ces pouvoirs apparemment étranges qui se présente à moi, je suis déconcerté jusqu'à ce qu'il explique le processus qui a suivi. Et pourtant je pense avoir d'aussi bons yeux que toi. C'est possible, répondit-il en allumant une cigarette et en se laissant tomber dans un fauteuil. Vous voyez, mais vous n'observez pas. La distinction est parfaitement nette. Par exemple, vous avez souvent vu l'escalier qui mène du hall à cette pièce. En effet. Combien de fois? Eh bien, plusieurs centaines de fois. Alors vous pouvez me dire combien il y en a. Combien d'étapes? Je ne sais pas. Maintenant est-ce que tu comprends? Vous n'avez pas observé, bien qu'ayant vu. C'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, je sais qu'il y a 17 étapes, parce que j'ai vu et observé. Au fait, puisque vous vous intéressez à ces petits problèmes et que vous avez eu la gentillesse de publier une ou deux de mes expériences, vous aimerez peut-être voir ceci. Il me tendit une feuille de papier épais, d'un rose tendre, qui était jusqu'alors sur la table. Il est arrivé dans le courrier de l'après-midi. Lisez-le à haute voix. La note n'avait pas de date, pas de signature et pas d'adresse de l'expéditeur. Il a dit. Vous serez appelé ce soir à 8h moins le quart par un monsieur qui désire vous consulter sur une affaire d'une extrême importance. Vos récents services à l'une des maisons royales d'Europe ont montré que vous êtes quelqu'un qui peut se voir confier des affaires d'une telle importance que rien n'en serait exagéré. Ces données vous concernant de partout où nous les avons reçues. Essayez donc d'être à la maison à ce moment-là et ne soyez pas surpris si votre visiteur se présente avec un masque. C'est une affaire vraiment mystérieuse, remarquai-je. Que pensez-vous que cela pourrait signifier? Je n'ai pas encore de données. C'est une erreur capitale d'essayer de formuler des théories avant d'avoir des données. Insensiblement, on commence à tordre les faits pour les adapter aux théories, plutôt que les théories pour les adapter aux faits. Mais que déduit-il de là? Même remarque? J'ai soigneusement examiné l'écriture et le papier sur lequel ils avaient écrit. L'homme qui l'a écrit est en bonne santé financière, commentai-je, essayant d'imiter le raisonnement de mon compagnon. Ce papier ne peut pas être obtenu pour moins d'une demi-couronne par paquet. Il est particulièrement épais et résistant. Particulier, c'est le mot exact, a déclaré Holmes. Ce n'est pas du papier anglais. Placez-le contre la lumière.
Je l'ai fait et j'ai vu un E majuscule avec un petit G, un P et un G majuscule avec un petit T, marqués sur la surface du papier. Qu'en déduis-tu? A demandé Holmes. C'est le nom du fabricant, sans aucun doute, ou plutôt son monogramme. D'aucune manière. Le G majuscule avec un petit T signifie Gesellschaft, qui est l'équivalent allemand de compagnie. C'est l'abréviation usuelle, équivalente à notre CIA. Le P, bien sûr, signifie papier. Voyons maintenant les G. Consultons notre guide continental. Il prit un lourd volume brun sur une des étagères. Eglo, Eglonitz, nous y sommes, et grilla. C'est un pays germanophone, en Bohême, non loin de Carlsbad. Remarquable pour avoir été le théâtre de la mort de Wallenstein et pour ses nombreuses usines de verre et de papier. Ah! Ah! Et ça, mon fils? Ses yeux pétillaient et il soufflait un gros nuage bleuté de sa cigarette. Le papier a été fabriqué en Bohême, m'exclamai-je. Précisément. Et l'homme qui a écrit la note est allemand. Notez la construction quelque peu forcée de cette phrase. Ces données de votre part, nous les avons reçues de partout. Un Français ou un Russe n'aurait pas écrit comme ça. C'est l'allemand qui modifie ainsi la construction des phrases. Il ne reste donc plus qu'à découvrir ce que veut cet Allemand qui écrit sur du papier bohème et qui préfère porter un masque plutôt que de montrer son visage. Et le voici, si je ne me trompe pas, pour résoudre tous nos doutes. Il y avait le bruit clair des fers à cheval et le raclement des roues sur le trottoir, suivi du son aigu de la cloche. Holmes siffla. Il y a 2 chevaux, je peux le dire au bruit de leurs pas, dit-il. Oui, continua-t-il en se penchant par la fenêtre. C'est une voiture élégante avec 2 vrais spécimens équins. Au moins 150 guinées chacun. Dans ce cas, il y a de l'argent, Watson, faute de quoi que ce soit d'autre. Je pense que je ferais mieux d'y aller, Holmes. Pas question, docteur. Reste où tu es. Cela promet d'être intéressant. Ce serait dommage que vous le manquiez. Mais, un client? Ne t'inquiète pas pour lui. Peut-être que j'ai besoin de son aide, ou peut-être qu'il en a besoin lui-même. Ça vient. Asseyez-vous sur cette chaise, docteur, et accordez-nous toute votre attention. Des pas lents et lourds, qui s'étaient fait entendre dans l'escalier et dans le couloir, s'arrêtèrent juste devant notre porte. Puis un appel aigu et impératif se fit entendre. Arrive. Holmes a ordonné. Un homme entra qui mesurait à peine 7 pieds de haut, avec la poitrine et les membres d'un Hercule. Son apparence était celle d'un personnage riche, avec une ostentation qui en Angleterre aurait été considérée comme très proche du mauvais goût. D'épaisses bandes d'astrakan sillonnaient les manches et le devant de son pardessus à double boutonnage, tandis que son grand manteau de drap bleu indigo était bordé et doublé de riches soies rouges. Elle l'a attaché à son cou avec une broche qui avait une seule aigues-marine gigantesque. Des bottes élégantes qui descendaient jusqu'à mi-mollet complétaient l'impression d'opulence barbare que toute son apparence suggérait. Dans sa main était un chapeau à large bord, et son visage était presque caché derrière un grand masque noir, en forme de masque pour les yeux, qu'elle semblait avoir mis à ce moment, car, en entrant, sa main était encore portée au masque. La partie inférieure exposée de son visage révélait un homme volontaire avec des lèvres charnues et proéminentes et un long menton pointu suggérant une résolution à la limite de la folie. « Avez-vous reçu ma note ?» demanda-t-il, sa voix rauque et profonde et avec un fort accent allemand. Il y prévenait qu'il viendrait. Il nous regarda tous les deux, ne sachant pas vers qui se tourner. « Je vous prie de vous asseoir, » dit Holmes. Voici mon ami le docteur Watson, qui a eu la gentillesse à quelques reprises de m'aider à résoudre mes cas. À qui ai-je l'honneur de m'adresser? Vous parlez avec le comte von Kram, un noble bohème. Je comprends que ce monsieur, votre ami, est un homme d'honneur et de discrétion,
en présence duquel je puis discuter d'une affaire de la plus haute importance. Sinon, je préférerais vous parler seul. Je me suis levé pour partir, mais Holmes m'a pris le bras et m'a forcé à me rasseoir sur ma chaise. Les deux ou ni l'un ni l'autre, a-t-il dit. Vous pouvez dire à ce monsieur tout ce que vous pouvez me dire. Le comte haussa ses larges épaules. Alors je commencerai par vous implorer le silence absolu sur l'affaire qui m'amène ici, d'ici 2 ans. Au bout de ce temps, l'affaire n'aura plus d'importance. Pour l'instant, je dois souligner qu'il n'est pas exagéré de dire que la question est d'une telle ampleur qu'elle pourrait influencer l'histoire européenne. Je promets la discrétion, a déclaré Holmes. Et moi aussi. Vous pardonnerez ce masque, continua notre étrange visiteur. L'auguste personne qui m'emploie souhaite que son agent vous soit inconnu, et je dois avouer que le titre que je me suis donné tout à l'heure n'est pas exactement le mien. J'ai compris, bien sûr, dit sèchement Holmes. Les circonstances sont très délicates et toutes les précautions doivent être prises pour éviter ce qui menace d'être un scandale imminent qui pourrait gravement compromettre l'une des familles dirigeantes d'Europe. Pour parler franchement, l'affaire tourne autour de la grande maison d'Ormstein, souverain de Bohême depuis des générations. J'ai remarqué ça aussi, murmura Holmes, s'enfonçant dans sa chaise et fermant les yeux. Notre visiteur regarda avec surprise la silhouette languissante et paresseuse de celui qu'on lui avait décrit comme le raisonneur le plus brillant et l'enquêteur le plus actif d'Europe. Holmes ouvrit lentement les yeux et regarda impatiemment son client. « Si votre Majesté a la gentillesse de m'expliquer votre problème, je pourrai mieux vous conseiller. » L'homme bondit de sa chaise et se mit à arpenter la pièce de long en large, montrant des signes d'agitation incontrôlables. Puis, d'un geste de désespoir, il arracha le masque de son visage et le jeta par terre. « Il a raison, cria-t-il, je suis le roi. Pourquoi essayer de le cacher ? » « C'est vrai, pourquoi ? » murmura Holmes. Sa Majesté n'avait pas encore parlé et je savais déjà que je m'adressais à Wilhelm Gottsreich Sigismond von Ormstein, grand-duc de Kassel-Felstein et roi de Bohême par héritage. Vous devez comprendre, dit notre étrange visiteur en se rasseyant et en passant la main sur son large front blanc, vous devez comprendre que je n'ai pas l'habitude de faire ce métier moi-même. Cependant, l'affaire était si délicate que je ne voulais pas la confier à un agent. Cela aurait signifié être à sa merci. Je suis venu incognito, de Prague, pour vous consulter. Alors je vous prie de poser votre question, dit Holmes en fermant les yeux une fois de plus. Les faits, en particulier, sont les suivants. Il y a environ 5 ans, lors d'un séjour prolongé à Varsovie, j'ai fait la connaissance de la célèbre aventurière Irène Adler. Le nom vous est sans doute familier. S'il vous plaît, voyez ce que mon index dit d'elle, docteur, murmura Holmes sans ouvrir les yeux. Depuis de nombreuses années, il avait adopté le système d'annoter tous les paragraphes se référant aux hommes et aux choses qui paraissaient dans les journaux, de telle sorte qu'il était difficile de mentionner un sujet ou une personne sans qu'il ait un accès immédiat aux informations à ce sujet. Dans ce cas, j'ai trouvé la biographie de la femme entre celle d'un rabbin hébreu et celle d'un marin qui avait écrit une monographie sur les poissons qui peuplent les mers profondes. « Laissez-moi voir », s'exclama Holmes. Il est né dans le New Jersey en 1858. Contralto, E. La Scala, E. Prima donna de l'Opéra impérial de Varsovie, oui. Retrait de la scène, H.A. Vivre à Londres actuellement, c'est tout. Votre Majesté, je crois, s'est mêlée à cette jeune dame, lui a écrit des lettres compromettantes, et est maintenant impatiente de récupérer ces lettres. Précisément. Mais comment ? Y a-t-il eu un mariage secret ? Non. Pas de papier ou certificat légaux ? Ni. Alors, je ne comprends pas Sa Majesté. Si cette jeune femme présentait ces lettres pour du chantage, ou à toute autre fin, comment allait-elle prouver leur authenticité ? Pour écrire. Bah. Forger.
Mon rôle privé. Voler. Mon propre label. Imiter. Ma photographie. Acheter. Nous sommes tous les deux sur la photo. Oh mon Dieu! C'est terrifiant. Sa Majesté a commis une formidable indiscrétion en se photographiant ainsi. J'étais amoureux, fou. Il est très sérieusement engagé. À l'époque, je n'étais qu'un prince. Était jeune. Même maintenant, je n'ai que 30 ans. Cette photographie doit être récupérée. Nous avons essayé de le faire, et nous avons échoué. Votre Majesté devra payer. Il faut l'acheter. Elle ne le vendra pas. Voler alors. -5 tentatives ont été faites. À 2 reprises, des voleurs de mon service ont fouillé sa maison. Une fois, nous avons volé ses bagages alors qu'il voyageait. Il a été fouillé 2 fois par des femmes payées par moi. Sans résultat. Il n'y a aucune trace du portrait? Absolument aucun. Holmes éclata de rire. C'est un petit problème assez compliqué, a-t-il dit. Et très grave pour moi, répondit le roi avec reproche. Beaucoup, en fait. Et que comptez-vous faire de la photographie? Oui, moi. Mais comment? Je suis sur le point de me marier. C'est ce que je savais. Avec Clotilde Lothman von Saxe-Meiningen, 2e fille du roi de Scandinavie. Peut-être connaissez-vous les principes stricts de votre famille. Elle-même est la personnification de la finesse. L'ombre d'un doute sur ma conduite mettrait fin à nos fiançailles. Et Irène Adler? Il menace de leur envoyer la photo. Et ce sera le cas. Je sais très bien que ce sera le cas. Vous ne la connaissez pas, mais elle a une âme d'acier. Elle a le visage de la plus belle des femmes et l'esprit des hommes les plus résolus. Pour m'empêcher d'épouser une autre femme, il n'y a pas de limite auquel elle ne pourrait pas aller, il n'y en a pas. Êtes-vous sûr de ne pas l'avoir encore envoyée? Je suis sûr. Parce qu'il m'a dit qu'il l'enverrait le jour où le mariage serait publiquement proclamé. Ce sera lundi prochain. Oh, alors nous avons encore 3 jours, dit Holmes avec un bâillement. C'est une grande fortune, car j'ai 1 ou 2 questions importantes à régler en ce moment. Sa Majesté passera bien sûr quelques jours à Londres, n'est-ce pas? En effet. Vous me trouverez au Langham, sous le nom de comte von Kram. Ensuite, je vous rendrai visite pour vous informer de l'avancement de nos enquêtes. Je vous prie de le faire. Je vis envahi par l'angoisse. Et l'argent? Vous avez carte blanche. 1. Absolument? Je vous assure que je vous donnerai une des provinces de mon royaume pour cette photographie. Et qu'en est-il des dépenses courantes? Le roi sortit un gros sac de cuir de l'intérieur de son manteau et le posa sur la table. Il y a 300 livres en or et 700 en billets, a-t-il dit. Holmes a écrit un reçu pour le montant sur un morceau de papier et l'a remis. Connaissez-vous l'adresse de la dame? Je demande. C'est Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. John S. Wood. Holmes a pris note de ces données. Une autre question, dit-il, l'air pensif. La photographie était-elle de tout le corps? Alors, bonsoir, Votre Majesté. J'espère que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles pour vous. Et bonne nuit, Watson, ajouta-t-il alors que la voiture royale s'éloignait en rugissant. Si vous voulez bien me rendre visite demain après-midi à 3 heures, je serai heureux de discuter de cette affaire avec vous. 2. À 3 heures le lendemain, j'étais à la maison de Baker Street, mais Holmes n'était pas encore revenu. La propriétaire m'a informé qu'elle avait quitté la maison peu après 8 heures du matin. Je m'assis près du feu, cependant, avec l'intention de l'attendre aussi longtemps qu'il lui faudrait pour revenir. El nuevo caso había despertado profundamente mi interés,
por concurdo no estaba rodeado de la tragedia y de los aspectos extraños de los do crimen en que yo había intervenido ante, la naturaleza del caso y la importancia de su cliente le daban un intérêt spécial à mes yeux. De plus, indépendamment de la nature des recherches que mon ami avait sous la main, il y avait quelque chose de si merveilleux dans sa maîtrise magistrale des situations et son raisonnement pointu et incisif, que ce fut un plaisir pour moi d'étudier son système de travail et de suivre des méthodes rapides et subtiles par lesquelles il a percé les mystères les plus déroutants. J'étais tellement habitué à son succès invariable que la simple possibilité d'un échec m'était inconcevable. Il était environ 4 heures de l'après-midi lorsque la porte s'ouvrit et un garçon d'écurie entra dans la pièce, sale, barbu, d'apparence alcoolique, le visage tuméfié et les vêtements déchirés. Bien que j'étais habitué à l'extraordinaire capacité de mon ami à se déguiser, j'ai dû le regarder 3 fois avant d'être sûr que c'était vraiment lui. Hochant la tête en guise de salutation, il disparut par la porte de la chambre et ressortit 5 minutes plus tard, propre et soigné, et vêtu comme toujours de son costume en cachemire. Il mit les mains dans ses poches, écarta les jambes devant le feu et rit joyeusement pendant plusieurs minutes. De temps en temps, il poussait une exclamation inintelligible, puis continuait à rire comme un fou, jusqu'à ce qu'il soit immobile, épuisé, sur la chaise. Ce qui vous fait rire? Une drôle de chose. Je suis sûr que vous ne pourriez jamais deviner comment j'ai passé la matinée ou ce que j'ai fini par faire. Je ne peux pas imaginer. Je suppose que vous avez observé l'habitation de mademoiselle Irene Adler et probablement la maison. Exactement, mais il m'est arrivé des choses vraiment extraordinaires. J'ai quitté la maison peu après 8 heures du matin, déguisé en garçon d'écurie, sans travail. Il y a une merveilleuse sympathie et camaraderie entre les membres de cette profession. J'ai vite trouvé Briony Lodge. C'est une grande villa, avec un jardin à l'arrière, avec une grande pièce à droite, très bien meublée, avec de longues fenêtres presque jusqu'au sol, sécurisée avec ces heurtoirs anglais que même un enfant peut ouvrir. De plus, ce n'était pas du tout un bâtiment remarquable. J'ai observé qu'une des fenêtres pouvait être pénétrée par le toit de l'écurie. J'ai fait plusieurs fois le tour de la maison, l'examinant sous tous les angles, mais remarquant tout ce qui suscitait mon intérêt. J'ai erré quelque temps dans la rue et je suis venu du côté du jardin pendant que les palefreniers s'occupaient des chevaux. J'ai offert de les aider et j'ai reçu 2 pence, un verre de vin, du tabac ordinaire et toutes les informations souhaitables sur Miss Adler, sans parler d'une demi-douzaine d'autres personnes du quartier, pour lesquelles je n'ai pas le moindre intérêt, mais dont j'ai été obligé d'écouter les biographies. Et qu'en est-il d'Irene Adler? Je demande pour. Oh! Elle a rendu fou tous les hommes de cette partie de la ville. Elle est la plus jolie fille de cette planète, de l'avis des jeunes hommes. Il vit tranquillement, chante dans des concerts, se promène tous les jours à 5 heures et revient dîner à cette heure précise. Il sort rarement à une heure différente, sauf quand il chante. Il n'y a qu'un seul visiteur masculin, bien qu'il soit un visiteur très constant. C'est un gars grand, beau et audacieux, il ne lui rend jamais visite moins d'1 fois par jour et parfois 2. C'est un monsieur Godfrey Norton. Voyez-vous l'avantage d'être le confident d'un cocher? Mes amis de fortune l'ont emmené plusieurs fois chez lui dans l'Inner Temple et savent tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Pendant que j'écoutais tout cela, je réfléchissais à mon plan de campagne. Ce Godfrey Norton est évidemment un facteur important dans l'affaire. J'ai appris qu'il était avocat. Je n'ai pu m'empêcher de me demander quel lien il y avait entre eux, et quel était l'objet de leurs fréquentes visites, ou son amant. Dans le premier cas, je lui avais probablement donné la photographie en lieu sûr. Dans le second, c'était moins probable. Et de cette question dépendait si je continuais à travailler à Briony Lodge ou si je portais mon attention sur les chambres de celui-ci, chevalier au temple. C'était un point délicat et élargit le champ de mes investigations. Je crains de vous ennuyer avec ces détails, mais je dois vous expliquer ces petites difficultés pour que vous compreniez la situation.
Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, répondis-je. Il réfléchissait encore mentalement à la question lorsqu'une calèche s'arrêta devant Briony Lodge et qu'un gentleman en descendit. C'était un homme remarquablement beau, aux cheveux bruns, aux traits réguliers et à la moustache épaisse, de toute évidence le gentleman dont elle avait entendu parler. Il semblait être très pressé. Il cria au cocher de l'attendre et passa devant la bonne qui lui ouvrit la porte avec la confiance d'un homme chez lui. Il est resté à l'intérieur de la maison pendant environ 1 heure. Pendant ce temps, je pouvais le voir à travers les vitres qui correspondent au salon, se tournant d'un côté à l'autre et bougeant ses bras comme s'il parlait avec une grande excitation. Je n'ai pas vu Irene Adler pendant ce temps. Enfin, elle est sortie, l'air plus agité qu'elle ne l'avait été à son arrivée. En montant dans la voiture, elle a sorti une montre en or de sa poche, a regardé l'heure et a crié en une voix désespérée. Allons-y comme un diable. D'abord chez Gross et Anquet, dans Regent Street, puis à l'église Saint-Monica, dans Edgware Road. Une demi-guinée si vous pouvez faire ça en 20 minutes. Elle coche partio y empesaba a progentarme sino seria buna aidi seguirlo, quando salio de la caballerizza de Briony Lodge un carruage pequeno. El cochero treia la librea solo a botonada a media y la corbata sin arreglar como si hubiera sido lamado rapidamente. Apenas había legado el carruage a la puerta de la casa, cuando Irene salió bruscamente de ella y subió con igual rapide al coche. Solo la sis un instant, pero bastó para que notara que era una mujer encantadora, con un rostro por el que cualquier hombre moriría avec plaisir. À l'église de Santa Monica, John, cria-t-il. Et je te donnerai un demi-souverain si tu y arrives dans 20 minutes. Cela devenait trop intéressant pour que je le rate, Watson. Je commençais à peine à me demander si je devais risquer d'être vu en montant à l'arrière de sa petite voiture, lorsqu'il arriva de l'autre côté de la rue 1. Voiture de location. Le cocher me regarda d'un air soupçonneux, mais je sautai dans la voiture avant qu'il ne puisse protester. À l'église de Santa Monica, lui ordonnai-je. Et un demi-souverain sera à vous si vous arrivez dans 20 minutes. Il était 12:25, donc c'était parfaitement clair ce qu'il faisait. Mon cocher était très bon. Je ne pense pas qu'il ait jamais roulé aussi vite, mais les autres étaient déjà là quand nous sommes arrivés. La voiture d'Irène et la petite voiture étaient à la porte de l'église. J'ai payé le cocher et je suis entré. Il n'y avait pas une âme à l'intérieur, à l'exception des 2 personnages que j'avais suivis, et du prêtre devant eux. Tous 3 formaient un nœud serré devant l'autel. Je commençai à marcher lentement dans l'allée centrale du navire, comme tout autre clochard qui s'est aventuré dans une église faute de quoi que ce soit d'autre à faire. Soudain, à ma grande surprise, les 3 personnes à l'hôtel ont tourné leur visage et Godfrey Norton a commencé à courir vers moi. « Dieu merci !» s'écria-t-il. « Vous nous servirez. »« Allez. Allez. »« Qu'est-ce que tu me veux ?» demandai-je. « Allez, mec, allez, ce n'est qu'une question de 3 minutes. Sinon, ce ne sera pas légal. » J'ai failli être traîné dans l'allée et avant de savoir ce que je faisais, je murmurais des réponses dans mon oreille et déclarais des choses dont je ne savais absolument rien. J'aidais simplement à accomplir l'acte de marier quelqu'un. Irene Adler, célibataire, avec Godfrey Norton, célibataire, tout se fit en un instant, et je trouvai une dame me remerciant d'un côté, un monsieur me remerciant de l'autre, et le prêtre, en face de moi, me donnant une petite caravane. La position la plus étrange dans laquelle je me sois jamais trouvé, et était la pensée de ceux-là qui aiment, à donner accès de rire que j'y avais tout à l'heure. Il semble il y avait une certaine formalité dans son congé, et le prêtre a refusé définitivement de les marier sans un témoin. Mon apparition à l'église a évité aux mariés d'avoir à courir dans les rues à la recherche d'un garçon d'honneur. La mariée m'a donné un souverain et j'ai l'intention de l'utiliser sur ma chaîne de montre, en souvenir de l'occasion.
Les choses ont pris une tournure inattendue, dis-je, et puis que s'est-il passé? Eh bien, j'ai trouvé que mes plans étaient sérieusement menacés. Il paraît que le couple s'apprêtait à partir immédiatement, ce qui exigeait de ma part une action rapide et énergique. À la porte de l'église, cependant, ils se séparèrent. Il est allé au temple et elle dans sa propre maison. Je sors au parc à 5 heures, comme d'habitude, a-t-elle dit en se séparant d'elle. Tout nouveau mari. Je n'ai pas entendu plus. Ils sont partis dans des directions différentes et je suis parti pour prendre mes propres dispositions. Quelles sont? Je demande pour quelques charcuteries et un verre de bière, ordonna Sherlock quand il vit la bonne entrée, ignorant ma question. J'ai été tellement occupé que je n'ai pas eu le temps de penser à manger. Et je serai encore plus occupé cet après-midi. Au fait, docteur, je veux votre coopération. Heureux de vous servir. Ça ne te dérange pas d'enfreindre la loi? Pas du tout. Ou courir le risque d'être arrêté? Non, si c'est pour une bonne cause. Oh, la cause est excellente. Alors je suis l'homme qu'il vous faut. Je savais déjà que je pouvais compter sur toi. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Quand Madame Turner aura apporté ce que j'ai demandé, je m'expliquerai plus clairement, dit-il. Un instant plus tard, notre logeuse entra avec le repas frugal commandé par mon ami et il lui sauta avidement dessus. Nous devrons en discuter pendant que je mange, car je n'ai pas beaucoup de temps. Il est presque 5 heures. Dans 2 heures, nous devons passer à l'action. La demoiselle, ou plutôt Madame Irène, revient à cette heure de sa promenade. Il faut être à Briony Lodge pour le recevoir. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Vous devez laisser les choses entre mes mains. J'ai déjà arrangé ce qui se passera ensuite. Il n'y a qu'un point sur lequel je dois insister. Vous ne devez pas intervenir, advienne que pourra. Compris? Dois-je être neutre? Vous ne devriez rien faire du tout. Il y aura probablement des incidents désagréables. Ne vous mêlez pas d'eux. Les événements finiront par me conduire à la maison. 4 ou 5 minutes plus tard, une des fenêtres de la pièce s'ouvrira. Vous vous approcherez alors de cette fenêtre ouverte. Oui. Il me remarquera, car d'ici là je serai à sa portée. Oui. Et quand je lèverai la main, comme ça, il jettera ce que je vais lui donner dans la pièce. Et en même temps il lancera le cri de « au feu ». Me comprends? À la perfection. Ce n'est rien de remarquable, dit-il en sortant de sa poche un rouleau en forme de cigare. C'est une fusée fumigène ordinaire, qui explose d'elle-même lorsqu'elle touche le sol. Sa mission est précisée à cela. En poussant le cri, vous attirerez probablement un certain nombre de badauds. Mais tu dois marcher calmement jusqu'au coin de la rue et m'y attendre. Je te retrouve 10 minutes plus tard. J'espère avoir expliqué clairement. Oui. Je dois rester neutre, m'approcher de la fenêtre ouverte, pour l'observer, et lancer cet objet à son signal, en même temps que je lance le cri de feu. Alors je t'attendrai au coin de la rue. Exactement. Tu peux me faire confiance. Eh bien. Je pense qu'il est presque temps pour moi de me préparer au nouveau rôle que j'aurai à jouer. Il disparut dans sa chambre et revint quelques minutes plus tard sous la forme d'un prêtre bon et simple de l'église, non conformiste. Son large chapeau noir, son pantalon ample, sa cravate blanche, son sourire compatissant et son expression de curiosité bienveillante le caractérisaient d'une manière vraiment remarquable. Ce n'était pas simplement que Holmes avait changé de costume. Son expression, ses manières, son âme même semblaient changer à chaque nouveau rôle qu'elle assumait. Le théâtre a perdu un acteur magnifique, tout comme la science a perdu un enquêteur extraordinaire, lorsque Sherlock Holmes a décidé de se spécialiser en criminologie.
Il était 6h15 quand nous quittâmes Baker Street et 10 minutes moins l'heure quand nous nous retrouvâmes dans Serpentine Avenue. Il faisait déjà noir. Et les lampes commençaient à s'allumer, quand nous nous tenions devant Briony Lodge, attendant l'arrivée de la maîtresse du manoir. La maison était telle que je l'avais imaginée d'après la description de Sherlock Holmes, mais l'endroit semblait moins paisible que ce à quoi je m'attendais. Au contraire, pour une petite rue, dans un quartier éloigné, c'était remarquablement animé. Il y avait un groupe d'hommes mal habillés, fumant et riant dans un coin. Un broyeur tournait sa roue, 2 hommes flirtaient avec une servante, et plusieurs jeunes hommes bien habillés parcouraient la rue, des cigarettes à la bouche. Comme vous le comprenez, remarqua Holmes alors que nous passions devant la maison, ce mariage simplifie les choses. La photographie devient alors une épée à double tranchant. Il y a de fortes chances qu'elle répugne autant à être vue par Monsieur Godfrey Norton que notre client laisse à ce qu'elle tombe entre les mains de sa princesse. Maintenant, la question est de savoir où nous pouvons trouver la photographie. Où vraiment? Il est peu probable qu'il l'emporte avec lui. Ce doit être une grande photo et ce n'est pas facile pour une femme de cacher quelque chose comme ça. De plus, elle a été fouillée 2 fois et elle doit soupçonner que le roi est déterminé à répéter l'exploit. On peut donc supposer qu'il ne la porte pas avec lui. Où l'avez-vous, alors? Avec votre banquier ou avec votre avocat? C'est une double possibilité, mais je n'y suis pas très enclin. Les femmes sont discrètes avec leurs propres secrets. Pourquoi devrait-il la remettre entre les mains de quelqu'un d'autre? N'oubliez pas non plus que vous avez résolu de l'utiliser dans quelques jours. Il devrait être à portée de main. Vous devez être dans votre propre maison. Mais, ils l'ont fouillé 2 fois. Bah! Cela a dû être fait par des personnes qui ne savent pas chercher. Et comment vas-tu chercher? Je ne chercherai pas. Que feras-tu, alors? Je vais lui demander de me montrer où c'est. Il refusera de le faire. Il ne pourra pas. Mais j'entends déjà le bruit des roues. C'est sa voiture. Maintenant, suivez mes ordres à la lettre. Comme il le disait, les lumières des lanternes latérales d'une voiture traçaient la courbe de l'avenue. C'était une petite voiture qui s'arrêtait aux portes de Briony Lodge. Ce faisant, l'un des hommes au coin de la rue accourut pour ouvrir la porte, espérant gagner une pièce, mais a été repoussé par un autre des clochards, qui s'était mis à courir avec la même intention. Une bagarre féroce a commencé avec cet incident. Les 2 hommes qui flirtaient auparavant avec les bonnes ont commencé à défendre l'un des jeunes, ne faisant qu'aggraver le scandale avec leur intervention. Le taille-crayon s'immisça également dans l'affaire et porta le premier coup, visant l'un des gardes. Un instant plus tard, la dame qui était descendue de sa voiture était au centre d'un petit groupe d'hommes qui se donnaient des coups de poing et de pied à droite et à gauche. Holmes est entré dans la foule pour protéger la dame, mais au moment où il arrivait à ses côtés, il poussa un cri, tomba à terre, et du sang se mit à couler abondamment de son visage. Le voyant tomber, les gardes coururent dans un sens et les clochards dans un autre, tandis qu'un groupe de gens mieux habillés, qui avaient assisté au combat sans y prendre part, s'éloignait. Ils se sont approchés pour aider la jeune fille et s'occuper du blessé. Irene Adler, comme je continuerai à l'appeler, avait couru jusqu'aux marches de sa maison, mais lorsqu'elle les atteint en haut, elle s'arrêta, sa silhouette exceptionnelle clairement soulignée par les lumières du couloir, tournant son regard vers la rue. Le monsieur est-il grièvement blessé? Je demande. Il est mort, dirent plusieurs voix. Un télo. Il est toujours en vie, a crié quelqu'un. Mais il mourra avant de pouvoir être transporté à l'hôpital. C'est un homme courageux, a déclaré une femme. Ils auraient pris le sac de la dame et sa montre, s'il n'y avait pas eu lui. Ces hommes doivent former un gang dangereux. Oh! Il commence à respirer. On ne peut pas le laisser traîner dans la rue. Ne pourrions-nous pas le faire entrer chez vous, madame? Depuis lors.
Amenez-le dans la chambre. Il y a un canapé ici. Viens par là s'il te plaît. Lentement et solennellement, mon ami a été conduit à Briony Lodge. Allongé dans la pièce principale, pendant que je regardais tout depuis ma position près de la fenêtre. Les lampes avaient été allumées, mais les tentures n'étaient pas tirées, de sorte qu'on pouvait bien voir Holmes, étendu sur le canapé. Je ne sais pas si mon ami est capable d'un tel sentiment, mais je sais que je me suis senti profondément honteux et désolé de l'erreur que nous étions en train de commettre lorsque j'ai vu cette très belle créature, contre laquelle nous conspirions, se prosterner dans un geste plein de grâce et de bienveillance envers le vieil homme blessé. Mais ce serait la plus noire des trahisons envers Holmes que de lui faire défaut dans l'affaire qu'il m'avait confiée. J'ai essayé d'armer mon cœur et j'ai sorti la fusée fumigène de ma veste. Après tout, pensais-je, nous ne lui faisons pas vraiment de mal. Nous l'empêchons juste de faire du mal aux autres. Holmes était maintenant assis sur le canapé, et je le vis bouger comme quelqu'un qui a désespérément besoin d'une bouffée d'air. Une jeune fille a couru et a ouvert la fenêtre. Au même instant, je le vis lever la main. C'était le signal. J'ai jeté la fusée dans la pièce et j'ai crié en même temps. Feu! Le mot était à peine sorti de ma bouche, que toute la foule des badauds, messieurs, garçons, servantes et vagabonds, se joignit au cri général de « Au feu! Au feu !» D'épais nuages de fumée s'échappaient de la pièce par la fenêtre ouverte. Du coin de l'œil, j'ai aperçu la course de plusieurs personnes dans la maison, et un instant plus tard, j'ai entendu la voix de Holmes assurant qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Me glissant à travers la foule des badauds et des hurleurs, j'ai réussi à m'éloigner de l'endroit et au coin de la rue. 10 minutes plus tard, Holmes était à mes côtés. Il m'a pris le bras et nous nous sommes tranquillement éloignés du brouhaha fou. Nous avons marché rapidement et tranquillement pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous tournions dans l'une des rues tranquilles qui mènent à Edgware Road. Vous vous êtes très bien comporté, docteur, commenta-t-il. Rien n'aurait pu mieux se passer. Avez-vous la photo? Non, mais je sais où c'est. Et comment l'as-tu su? Elle m'a fait visiter les lieux, comme je lui avais dit qu'elle le ferait. Je ne comprends toujours pas. Je ne veux pas que cela continue à te sembler un mystère, murmura-t-il en commençant à rire. L'affaire est parfaitement simple. Vous avez bien sûr compris que tout. Les gens qui étaient dans la rue étaient mes complices. C'est un groupe d'acteurs que j'ai embauché pour mon service exclusif pendant ces heures. Je m'en doutais. Eh bien, quand le combat a commencé, j'avais de la peinture rouge fraîche dans la main. Je courus, me laissai tomber, portai ma main à mon visage et devint un spectacle émouvant. C'est un vieux truc. Je m'en doutais aussi. Ensuite, ils m'ont emmené à l'intérieur de la maison. Elle n'allait pas permettre à ce pauvre vieil homme qui l'avait sauvé de rester dans la rue. Que pouvait-il faire d'autre? Et il m'a emmené dans le salon, qui était exactement la pièce où je soupçonnais que se trouvait la photographie. Il devait être là ou dans sa chambre. Et j'étais déterminé à savoir où. Ils m'ont allongé sur un canapé, j'ai crié pour avoir de l'air, ils ont ouvert la fenêtre et vous avez fait le reste. Comment ce que j'ai fait a-t-il aidé? C'était absolument important. Lorsqu'une femme pense que la maison a pris feu, son instinct la pousse à courir pour sauver ce qui a le plus de valeur pour elle. C'est une impulsion incontrôlable et plus d'une fois j'en ai profité. Dans le cas du scandale de Darlington, cela m'a été d'une grande utilité, comme dans l'affaire du château d'Arnsworth. Une mère court pour son fils, une femme célibataire court pour sauver ses bijoux. J'ai compris que Notre-Dame n'avait rien dans la maison de plus précieux pour elle que la photographie que nous recherchons. Il courait pour la retrouver, pour la mettre en sécurité. L'alarme incendie était parfaite. La fumée et les cris suffisaient à énerver n'importe qui, même les nerfs d'acier. Notre ami a réagi comme je le pensais.
La photographie se trouve sur une étagère secrète sur le mur du salon, juste au-dessus de la cloche. Elle était là en un instant, et je l'ai aperçue alors qu'elle ouvrait la porte dérobée. Quand j'ai crié que c'était une fausse alerte, elle l'a remise, a regardé la fusée, s'est enfuie de la pièce et je ne l'ai pas revue depuis. Je me suis levée et, après m'être excusée, j'ai quitté la maison. Je me décidai à mettre la main sur la photographie, car le cocher était entré dans la chambre et me regardait. Il semblait plus sûr d'attendre. Les précipitations peuvent tout gâcher. Notre mission est pratiquement terminée. Demain j'appellerai le roi, et avec toi, si tu veux venir, nous irons directement chez notre petit ami. Ils nous emmèneront au salon pour attendre, mais très probablement quand il arrive il ne nous trouvera pas, ni à la photographie. Sa Majesté se fera un plaisir de la récupérer de ses propres mains. Et quand irons-nous, dis-tu? À 8 heures. Il ne sera pas encore levé, nous aurons donc un champ libre. De plus, il faut se dépêcher, car ce mariage peut signifier un changement complet dans votre vie et dans vos habitudes. Je dois télégraphier au roi sans délai. Nous avions atteint Baker Street et nous nous étions arrêtés devant la porte. Alors qu'il cherchait les clés dans sa poche, quelqu'un passa en disant « Bonsoir, monsieur Sherlock Holmes. » Il y avait plusieurs personnes dans la rue à ce moment-là, mais le salut semblait provenir d'un jeune homme maigre qui était venu en voiture découverte, mais qui a immédiatement poursuivi sa route. « J'ai déjà entendu cette voix, » dit Holmes en suivant la voiture, faiblement éclairée par la lumière du réverbère. « Mais je ne sais pas qui aurait pu être ce jeune homme. 2. J'ai dormi cette nuit-là à Baker Street, et nous étions en train de savourer notre tasse de café et nos toasts du matin, lorsque le roi de Bohême s'est précipité dans la chambre. « Avez-vous vraiment compris ? » cria-t-il en prenant Sherlock Holmes par les épaules et en le regardant anxieusement en face. « Pas encore. Mais avez-vous de l'espoir ? » ? « Oui, j'ai. » « Alors viens. Je suis impatient de partir. Nous aurons besoin d'une voiture. J'ai ma voiture dehors, qui attend. Alors ça simplifiera les choses. Nous redescendons et repartons pour Briony Lodge. Irene Adler est mariée, a commenté Holmes. Mariée. Lorsque. Hier. Mais avec qui? Avec un avocat anglais nommé Norton. Mais, elle ne peut pas l'aimer. J'ai de profonds espoirs que tu l'aimes. Parce que cela sauverait Sa Majesté de toute crainte de troubles futurs. Si la dame aime son mari, elle n'aime pas Sa Majesté. Et si vous n'aimez pas votre Majesté, vous n'avez aucune raison d'entraver les plans de votre Majesté. C'est certain. Et pourtant, eh bien, j'aurais aimé que ce soit ma classe et ma position. Quelle magnifique reine elle aurait été. Il soupira et tomba dans un silence maussade qui ne fut rompu que lorsque nous atteignîmes Serpentine Avenue. La porte de Briony Lodge était ouverte et une dame âgée se tenait en haut des marches. Il nous regarda d'un air sardonique tandis que nous descendions de voiture. « Monsieur Sherlock Holmes, je suppose, dit-il. »« Je suis Monsieur Holmes, » a répondu mon compagnon, avec une expression interrogative et étonnée. Depuis lors. Madame m'a assuré qu'il était très probable que vous viendriez la chercher. Elle est partie ce matin avec son mari, dans le train de 5h15. Il est parti pour le continent. Quoi? Sherlock Holmes recula en titubant, pâle de colère et de surprise. Voulez-vous me dire que vous avez quitté l'Angleterre? Oui, ne jamais revenir. Et les papiers? Demanda le roi d'une voix rauque. Tout est perdu. Nous verrons. Il repoussa le serviteur et courut dans la pièce, suivi du roi et de moi. Les meubles étaient éparpillés dans toutes les directions, les étagères semblaient vides, les tiroirs étaient ouverts. Tout semblait indiquer que la dame avait rapidement récupéré ses affaires avant d'entreprendre ce vol précipité.
Holmes s'approcha de l'anneau de la cloche, ouvrit une petite porte secrète et sortit un photographie et une lettre. La photographie était d'Irene Adler elle-même seule, vêtue d'une robe de bal. La lettre était adressée à Sherlock Holmes. Mon ami l'a ouvert et nous l'avons lue tous les trois en même temps. Elle était datée de la veille à minuit et se lisait comme suit. Mon cher monsieur Sherlock Holmes. Tu as vraiment très bien réussi. J'ai été complètement surpris. Jusqu'à l'alarme incendie, je n'ai pas conçu le moindre soupçon. Mais ensuite, quand j'ai découvert comment je m'étais trahi, j'ai commencé à réfléchir. J'étais déjà mis en garde contre toi depuis des mois. On m'avait dit que si le roi employait un agent, ce serait vous. Et ils m'ont donné son adresse. Pourtant malgré tout cela, il m'a fait révéler ce qu'il voulait savoir. Même après avoir conçu des soupçons, il m'était difficile de me méfier d'un prêtre si doux et si ancien. Mais, comme vous le savez, j'ai moi-même étudié l'art de la représentation. Le costume masculin n'est pas nouveau pour moi. Je profite souvent de la liberté que cela donne. J'ai envoyé John le cocher pour vous surveiller, j'ai monté l'escalier en courant, j'ai mis mon costume de marche spécial, comme j'appelle mon costume, et je suis descendu juste au moment où vous partiez. Eh bien, je l'ai suivi jusqu'à la porte pour m'assurer qu'il était bien un objet d'intérêt pour le célèbre Sherlock Holmes. Alors, un peu téméraire, je lui souhaitai bonne nuit et partis pour le temple, rejoindre mon mari. Nous pensions tous les deux que la meilleure ressource était de fuir, car nous avions devant nous un redoutable antagoniste. Alors quand tu viendras nous chercher demain, tu trouveras un nid vide. Quant à la photographie, votre client peut reposer en paix. J'aime et je suis aimé par un homme meilleur que lui. Le roi peut faire ce qu'il veut, sans craindre que quelqu'un qui l'a cruellement trahi n'intervienne. Je vais le garder comme défense. C'est une arme puissante qui me défendra de toute mesure qui pourrait être prise contre moi à l'avenir. Je vous laisse une photo que vous voudrez peut-être garder. Et je reste à votre service, mon cher monsieur Sherlock Holmes, en tant que votre serviteur attentif. Irene Norton. Née, Irene Adler. Quelle femme! Oh quelle femme! S'écria le roi de Bohême quand nous eûmes fini de lire l'épître à trois. Ne vous ai-je pas dit à quel point elle est rapide et déterminée? N'aurait-elle pas été une reine admirable? N'est-ce pas dommage qu'elle n'ait pas été une femme de mon niveau? D'après ce que j'ai vu de cette dame, il me semble qu'elle est vraiment à un niveau très différent de Sa Majesté, a déclaré froidement Holmes. Je suis désolé de ne pas avoir pu mener les affaires de votre Majesté à une conclusion plus heureuse. Au contraire, mon cher monsieur, cria le roi. Rien n'aurait pu mieux tomber. Je sais que sa parole est inviolable. La photographie est maintenant aussi sûre que si elle était en feu. Je suis heureux d'entendre votre Majesté dire cela. Je vous suis immensément reconnaissant. Je vous prie de me dire de quelle manière je peux vous récompenser. Cette bague, il a pris une bague en forme de serpent de son doigt, avec une grosse émeraude au centre, et l'a tendue à mon ami, la plaçant dans la paume de sa main. Votre Majesté a quelque chose qui vaut beaucoup plus pour moi, a déclaré Holmes. Tu n'as qu'à demander. Cette photographie. Le roi le regarda avec une expression d'étonnement. La photo d'Irène? Crie. Si tu le veux, c'est à toi. Je suis très reconnaissant à votre Majesté pour cela. Donc, il n'y a plus rien à faire dans cette affaire. J'ai l'honneur de vous souhaiter une très bonne matinée. Il s'inclina et se détourna, ignorant la main que le roi lui tendait. Il a quitté la maison avec moi et nous sommes retournés dans ses appartements. Et c'est ainsi que prit fin un scandale qui menaçait d'affecter gravement le royaume de Bohême. Et c'est aussi ainsi que les meilleurs plans de Sherlock Holmes ont été ruinés par l'esprit d'une seule femme. Dans le passé, mon partenaire avait l'habitude de se moquer de la prétendue intelligence féminine, mais je n'ai pas entendu parler de lui le faisant récemment.
Et quand il parle d'Irene Adler, ou quand il fait référence à sa photographie, il le fait toujours sous le titre honorable de la femme.